Rebonjour ou bienvenue aux personnes qui viennent, de nous rejoindre. Hem, alors juste quelques secondes pour, vous rappeler, le fonctionnement de Global. Vous avez la possibilité, si vous souhaitez, prendre la parole, de cliquer sur le bouton «Lever la main» qui se situe, tout en haut de votre écran, ou vous pouvez également utiliser le live chat qui se situe en bas à droite et pour, et bien avoir votre écran en plus grand, vous, avez la possibilité de l'agrandir en cliquant sur ce petit bouton, voilà, qui est ici, qui vous permet, de l'avoir en grand sur votre écran. Donc c'est une redite, hein, pour, les personnes qui étaient là tout à l'heure, mais, voilà, je laisse la parole à Vincent et Rémi. Merci. Donc, bonjour et rebonjour. J'espère que vous m'entendez. Est-ce que Rémi m'entend? Je t'entends. Très bien, Et toi, m'entends-tu? je t'entends bien. Bon, super, formidable. Voilà. Alors, je vais essayer un test webcam. Oh, ça fonctionne. Génial. Donc, normalement, je pense qu'on sera projeté sur la table et on pourra nous voir tous les deux. Avant de démarrer, comment vas-tu, Rémi? Ça va, ça va. Bien. Je suis dans mon nouveau bureau du post-confinement, qui est la chambre de mon fils. Voilà. Donc, ce qui me permet d'avoir plein de choses, voilà, sympathiques, avec lesquelles je m'amuse souvent pendant les webinaires. Voilà. Très bien. Écoute, merci en tout cas, Rémi, d'avoir accepté de participer à notre journée pédagogique. L'idée de la journée, c'est vraiment en fait de faire un point et de profiter de différents intervenants pour faire le point sur cette période qu'on a connue effectivement de Covid, de confinement, qui nous a amené à accélérer finalement certaines digitalisations des d'enseignement à distance, mais de voir aussi au-delà de la préparation de la rentrée, comment on se projette à plus long terme ou à moyen terme sur ces grands sujets. On sait aussi que les technologies éducatives sont au cœur des débats en ce moment. Il y a beaucoup de questionnements autour de ça, donc ça me paraissait intéressant que tu puisses donner ta vision un peu de ça, puisque je sais que tu rencontres beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur, qui sont établissements dont on est tous confrontés au même questionnement, et de voir un petit peu aussi comment tu voyais l'évolution, en tout cas la place que pouvaient prendre les technologies éducatives voilà, sur ces grands chantiers, parce qu'on sent bien qu'on est sur des sujets plus que d'outils, mais de transformation des pratiques pédagogiques, et je trouvais ça intéressant de t'entendre. Peut-être un petit mot, je te laisse peut-être dire un petit mot de EdTech, hein, puisque même si c'est assez connu, je pense que ça peut être intéressant que tu expliques effectivement ce qu'est EdTech et puis en quoi les actions d'EdTech aident les établissements comme le nôtre. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir. J'étais venu à Lille. Je regrette de pas être chez vous là. Je devrais pas dire ça, mais j'ai pensé très fort à vous là. Il y a une petite semaine, j'ai bu la dernière bière qui me restait, que vous m'aviez offerte. Voilà. Donc, bon, c'est une façon de penser à INCREA Hauts-de-France, mais non, blague à part, je suis très heureux d'être là. Et puis on est partenaire. Alors il y a un lien qui est particulier. Et puis je rappelle que INCREA Hauts-de-France est le seul groupement d'écoles d'ingénieurs qui est à ce jour partenaire de l'association. Je vais dire quelques mots d'association. Certains d'entre vous peut-être m'ont déjà vu justement quand j'étais venu à la journée pédagogique, mais je vais rafraîchir les mémoires et puis peut-être certains vont découvrir ce qu'est cette association dont je suis le directeur général depuis le mois de novembre 2018. Donc ça fait un an et demi déjà, et il s'est passé beaucoup de choses pendant ces 18 mois. EdTech France est une jeune association qui s'est créée en mai de 2018, donc qui a fêté ses 2 ans. Quand moi j'arrive au mois de novembre 2018, l'association est toute jeune. Il y a un bureau qui a été élu avec un président, des vice-présidents, vice-présidentes qui sont tous CIO de leur propre entreprise EdTech. Donc, finalement assez peu de temps à consacrer à une association, et c'est pourquoi l'association à ce moment-là a souhaité se structurer et recruter un permanent. Donc, moi, je venais d'un monde parallèle, mais y compris parallèle au vôtre, puisque j'étais
dans l'enseignement supérieur, mais dans les grandes écoles de management. Je dirigeais une école qui s'appelle l'INSEC Business School jusqu'au mois de juillet 2018. Donc, je connais bien le monde de l'enseignement supérieur. Je suis très aide et pas très tech. Et c'est des choses que j'ai découvertes avec passion. À l'époque, il y avait 40 entreprises membres d'EdTech France. Aujourd'hui, il y en a près de 280. Donc, il y a une croissance exponentielle à l'image aussi du dynamisme de la filière. Peut-être simplement rappeler ce que signifie tout simplement EdTech. Hein. EdTech, c'est la contraction de Education and Technology. Ce sont toutes les solutions, toutes les entreprises par extension qui vont mettre une technologie, le numérique ou pas d'ailleurs, mais au service d'une expérience d'apprentissage ou d'une expérience éducative. Il y a un sens qui est évidemment très large et si on s'intéresse de près aux membres d'EdTech France, on va découvrir au sein de l'association toute cette diversité qui fait la richesse de cet écosystème. 280 entreprises, ce sont 280 entreprises différentes. D'abord en termes de taille et de maturité, il y a des très jeunes pousses qui sont encore dans des incubateurs. Il m'arrive fréquemment de conseiller même des étudiants qui sont en train de lancer un projet, qui peuvent ensuite rejoindre l'association. Il y a des entreprises qui ont 15 ou 20 ans, parce que le e-learning ou le numérique éducatif, ça date d'avant la crise Covid. Et puis, il y a des entreprises qui emploient plus de 200 personnes, comme Open Classrooms, qui était notre 100e membre. Donc, il y a une très grande diversité dans la taille, la maturité des membres, une grande diversité dans les segments du marché de la EdTech. Hein. Il y a schématiquement trois segments. Le premier, par ordre chronologique, dans l'âge des apprenants, si j'ose dire, c'est le segment du secteur scolaire, qu'on appelle aussi le K-12. Ce sont toutes les solutions, les applications, les ressources numériques pour les enfants, les établissements scolaires, etc. C'est un marché qui est très difficile, parce qu'il y a à la fois des freins structurels et des freins culturels à l'entrée du numérique à l'école, qui plus est par des acteurs privés. Un second marché qui est celui de l'enseignement supérieur, dont on va évidemment parler, avec une accélération très forte. Et évidemment, ces quelques semaines qui viennent de s'écouler n'ont fait que renforcer ce mouvement. Et puis un troisième marché qui est le plus important en taille, en maturité, en croissance, c'est celui de la formation professionnelle, formation continue, et on le verra, mais aujourd'hui, il y a un paradoxe qui est qu'on a presque plus d'innovation pédagogique dans les entreprises que dans les écoles. Voilà. Mais l'université ou l'école d'ingénieur ou l'école de management se situe entre les deux, avec plus d'agilité probablement que le secteur scolaire, mais aussi plus de contraintes que celui de la formation professionnelle ou formation continue. Et puis il y a une grande diversité aussi et surtout dans les solutions. Ça va d'une application pour trouver son campus à des parcours de formation digitalisés qui intègrent de l'intelligence artificielle ou de la réalité virtuelle. Je suis très heureux qu'on utilise Global, même s'il y a eu des petits loupés au début, parce que Global est une entreprise française, membre d'EdTech France, qui a connu aussi une croissance forte ces dernières semaines, parce que c'est une alternative aux autres outils qui ont pu être utilisés, au Zoom, au Discord, etc. On reviendra sur cette logique d'outils. Voilà, donc... Et je sais, pour être venu plusieurs fois à INCREA et pour avoir rencontré toute l'équipe pédagogique, que vous utilisez beaucoup de ces outils. On avait la dernière fois expérimenté WooClap, qui est aussi une entreprise membre d'EdTech France, bien qu'elle soit belge, puisque nous ne sommes pas sectaires, bien entendu. Voilà. Et il y a tout un écosystème de partenaires hein, au-delà des entreprises membres. Alors, ces partenaires sont soit des entreprises comme la Poste, la MGN, la Banque des Territoires, des fonds d'investissement qui s'intéressent de près à la filière EdTech, et ils sont de plus en plus nombreux, évidemment, aujourd'hui. Également des associations, des associations professionnelles comme la FFP, des acteurs plus institutionnels comme la Grande École du Numérique, des OPCO également. Acto et Upcommerce, et puis un pool très important en volume notamment d'établissements d'enseignement supérieur. Il y a une dizaine de grandes écoles de management qui sont partenaires d'EdTech France, dont Schema, qui est pas très loin de chez vous, sur son campus lillois, et l'université de CY. CY Université, c'est à Cergy-Pontoise, et enfin INCREA Hauts-de-France. On a signé le partenariat il y a quelques semaines, et je suis heureux que cet événement nous permette de le faire vivre. Voilà. Tout à fait. Alors, justement, par rapport à ce qu'on a pu connaître, on a vu qu'il y avait une vraie accélération là, suite au confinement qu'on a vécu, même s'il y avait déjà des choses qui existaient dans les établissements et on pratiquait parfois déjà un peu de distanciel, mais finalement pas de manière très large. Là, il y a eu une bascule du jour au lendemain, et quel que soit, je dirais, le niveau dans l'enseignement supérieur, mais dans l'éducation générale. Alors finalement, la question que j'allais poser, c'est que bon, on se dit finalement, ça a été une opportunité, ça a été un vrai accélérateur pour ces questions-là.
Mais en même temps, je me dis, comme ça a été vite, peut-on vraiment dire Ouais. que c'est représentatif de ce que c'est réellement un enseignement à distance de qualité? Et donc, on voit justement pas mal de débats autour de ça, de ce que c'est réellement l'enseignement à distance et comment il Mm. doit être fait. Est-ce que tu as justement des témoignages ou des... Mais bien sûr, oui, parce que là, on est en plein cœur de l'actualité. Peut-être l'actualité de la Tech France par rapport à cette crise qui me permettra d'aborder certaines des questions que tu as posées. Et tu as déjà apporté quelques éléments de réponse d'ailleurs. Début mars, les écoles ferment en Chine, du jour au lendemain, paf. Euh, la Chine est une certaine maturité vis-à-vis du numérique éducatif. Les grands pays de la tech, c'est la Chine, les États-Unis, un peu après l'Inde, et très loin après l'Europe, avec essentiellement la Grande-Bretagne, et puis juste après la France, quoi. Mais il y a une abysse, une abîme, pardon, entre la Chine et la France. Si on prend un élément parmi d'autres, mais le nombre de licornes, c'est-à-dire les entreprises tech valorisées à plus d'1 milliard de dollars, il y en a une quinzaine. L'essentiel d'entre elles sont chinoises, américaines, taïwanaises, indiennes. Bon, y a, quand une entreprise chinoise lève 800 millions d'euros, c'est presque anecdotique, alors qu'en France, l'intégralité des levées de fonds pour l'ensemble des entreprises de tech, c'est 4 fois moins sur une année. C'est pour vous donner une idée de l'écart. Donc quand la Chine se met du jour au lendemain au 100% distanciel, ça se passe pas trop mal. Et puis, bon, la Chine, c'est pas un avantage, hein, bien entendu, mais est un peu moins démocratique que la France. Donc, quand on appuie sur un bouton, tout le monde se met au garde à vous. Bon. Mais on se dit, début mars, ça risque d'arriver en France. On voit que l'Italie commence à fermer quelques universités, etc. Donc, on tire une première sonnette d'alarme, mais surtout, on mobilise la filière en disant, attention, préparez-vous à ce que demain, vous soyez très sollicité. Et ça a duré une semaine, et une semaine après, fermeture des écoles. Et là, que fait-on? Bon, alors, il y a cette fameuse expression de la continuité pédagogique. On a mobilisé l'intégralité de la filière sur une plateforme qui était solidarité.edtechfrance.fr, qu'on a lancé dès le lundi qui a suivi l'annonce de la fermeture des écoles. Et au bout de quelques jours, il y avait plus de 320 entreprises EdTech, membres d'EdTech France ou pas d'ailleurs, qui avaient proposé gratuitement un outil, un service, une application, des ressources numériques à destination de tous, des apprenants, des établissements scolaires, des écoles, des familles, etc. Il y a eu un vrai succès de fréquentation. Ça a mis aussi un coup de projecteur sur la filière, sur ses valeurs, parce qu'il faut bien comprendre que quand une entreprise met à disposition gratuitement son produit, non seulement il n'y a pas de chiffre d'affaires qui rentre dans une période qui est difficile pour tout le monde, mais en plus, il y a des coûts, parce que quand vous passez de 20 000 utilisateurs à 200 000, il faut renforcer les infrastructures, etc. Donc, ça a été une période compliquée aussi pour les entreprises et tech. Il ne faut pas croire qu'elles se sont toutes frottées les mains et qu'elles ont vu leur carnet de commandes exploser. C'est loin d'être le cas. Et puis, il y a des entreprises et tech qui ont connu de vraies difficultés, voire certaines d'entre elles qui vont fermer, parce que la tech, ça ne se résume pas à l'enseignement à distance, hein, et ça n'est pas qu'une logique d'outils, bien entendu. Et puis, il y a aussi des entreprises fragiles qui avaient peu de trésorerie, pour qui c'était évidemment très compliqué de traverser ces quelques semaines. Bon. Donc, on a mobilisé toutes ces énergies. Ça a permis sans doute, au moins dans un premier temps, de continuer, de pouvoir créer le lien entre les apprenants, les formateurs, les écoles, leurs élèves, parce que on s'est tous retrouvés complètement démunis. Enfin, il faut bien comprendre que personne n'était prêt, ni l'éducation nationale, contrairement à ce qu'on pouvait lire, ni les écoles, les universités, ni les entreprises, ni les organismes de formation, ni même les entreprises EdTech elles-mêmes. Enfin, personne ne peut se préparer à une pandémie mondiale qui oblige la moitié de l'humanité à rester chez soi. Enfin, c'était absolument inimaginable. Bon. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de plateformes EdTech qui, pendant les premiers jours, ont sauté, hein, parce qu'il y avait un afflux de connexions et qu'elles n'étaient pas prêtes à encaisser une telle charge, quoi. Donc, cette réaction, en tout cas, montre bien que dans un premier temps, chacun s'est retrouvé confronté à une logique d'outils. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour conserver le lien? Vous voyez qu'il y a... Je ne mens pas, hein, c'est vraiment... je suis dans l'habitat naturel d'un adolescent de 13 ans, vous voyez, et parfois la bête
passe comme ça pour aller Non, chercher mais des tu choses dans squattes sa sa chambre. chambre, alors c'est pour Ah ça. ben oui. Je sais bien. Bon, encore là, il était à peu près décent, mais ouais, un adolescent de 13 ans, c'est surprenant. Enfin, j'imagine qu'il y en a qui en ont parmi vous. Il n'est pas improbable qu'on le revoie passer à un moment donné. Bon. Bref. Donc, tout le monde s'est retrouvé dans cette logique où on a besoin d'outils. Comment est-ce qu'on fait pour garder le lien? Donc, on va se précipiter sur soit ce qu'on a déjà, soit ce qui est gratuit, soit ce qu'on connaît, soit ce qu'on utilise habituellement. Donc, il y a eu la zoomification de l'enseignement. On a téléchargé des Discord, des Webex, des machins, enfin, je sais même plus combien j'ai de trucs là disponibles. Global, pour le coup, qui est une solution française et qui est un peu plus smart que Zoom, en tout cas dans les fonctionnalités et puis dans l'interface, a pour le coup, vous retrouverez des articles sur Global, vu son carnet de commandes qui a explosé de manière très rapide. Sauf que on s'est aperçu assez vite des limites de tout ça. Ouais. Je voyais tout à l'heure dans le chat, parce que c'est rare qu'une visio fonctionne tout de suite très bien, surtout quand il y a du monde, et puis parfois c'est la première fois en plus qu'on utilise un outil. Je voyais dans le chat tout à l'heure, ah bah on voit ce que nos élèves subissent. Ben oui, c'est vrai que il suffit pas de mettre une caméra entre un prof et des élèves pour faire de l'enseignement à distance de qualité. Ça n'est pas reproduire à distance ce que l'on fait en présence des élèves. Et alors moi, j'ai fait beaucoup de webinaires depuis ces quelques semaines. Des webinaires, des conférences, des machins, des trucs. Moi, je suis ravi de le faire, mais ça n'a pas la même saveur que si j'étais face à vous dans un amphi. Et encore, là, il y a des petites bulles, on voit qu'il y a du monde, etc. On peut s'amuser, si vous avez vu, on peut s'amuser à bouger les bulles. Là, j'adore. Là. Moi, j'adore faire ça. Je me déplace, etc. Je bouscule tout le monde, paf, je vous rentre dedans. Bon. Donc ça, c'est rigolé. Mais pour autant, faire court, et j'ai été prof pendant 10 ans, c'est créer un lien avec qui ne passe pas que par la parole avec les apprenants. Quand on dit un truc et qu'on voit que tout le monde lève les yeux ou baisse la tête, c'est qu'on n'a pas été percutant, c'est qu'on n'a pas été pertinent, c'est peut-être qu'on n'a pas été compris. Là, je ne vois pas si vous êtes attentif ou pas. Peut-être que la moitié d'entre vous sont en train de faire autre chose. J'imagine que il y a beaucoup de classes virtuelles où les élèves, voilà, il y en a un qui dort, là, voilà, il me l'indique. Mais s'il l'écrit, c'est qu'il dort, peut-être pas tant que ça. Mais on le voit bien. Et puis, on l'a tous expérimenté aussi avec nos propres enfants. On a bien vu que la continuité pédagogique à l'école, c'était très compliqué, que ni les enseignants n'étaient formés, n'étaient préparés, ni les établissements ne l'étaient. Parfois, il y avait des problèmes d'équipement. On n'a pas d'ordinateur. Si on n'a pas d'ordinateur, comment faire? Ou s'il y a un ordinateur par famille, comment faire? Parfois, évidemment, on est en zone blanche. On n'a pas de Wi-Fi, on n'a pas de réseau, etc. Le décrochage scolaire, il est d'abord technique ou technologique. Donc, on voit bien que cette logique d'outils, je vais chercher des outils pour continuer le lien, c'est mieux que rien. C'est ce qui permet de faire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de continuer d'apprendre, de transmettre. Mais c'est évidemment complètement imparfait. Et ça exige aujourd'hui de se poser une vraie réflexion sur qu'est-ce qu'on fera à la rentrée, comment est-ce qu'on fait rentrer le numérique à l'école, comment est-ce qu'on fait évaluer nos pratiques. Et la technologie n'est pas la réponse. C'est la pédagogie qui est la réponse. Et je sais qu'il y a INCREA beaucoup d'ingénieurs pédagogiques. C'est ça le métier de demain. C'est ça le métier de demain. C'est comment est-ce qu'on fait pour transformer notre façon d'enseigner, transformer notre façon de transmettre, d'apprendre, en utilisant le meilleur du numérique, mais en l'intégrant dans un dispositif pédagogique en amont. C'est pas au bout du tuyau, je fais mon cours et après, quel outil j'utilise pour le dispenser, quoi. Ouais. C'est pour ça que je parlais de transformation, parce que c'est vrai que finalement, faute de temps, ce qui a été fait la plupart du temps, c'est essayer de reproduire ce qu'on faisait en présentiel, mais à distance. Donc forcément, Oui, l'expérience, elle est moins bonne, elle est décevante, bien elle est sûr. Ouais. décevante. Et on voit au travers de questionnaires qui ont pu être menés auprès d'étudiants que la plupart disent, moi, je préfère les cours en classe, quoi, enfin, en physique, en présentiel. Mais ce qui est plutôt rassurant, hein, Ouais. ceci dit, parce que notre métier d'enseignant, c'est d'abord celui-là. Donc, c'est plutôt rassurant d'entendre des élèves qui préfèrent
à être là. Ce qui n'interdit pas d'ailleurs que, en présence des enseignants, comme c'est le cas avec WooClap, on puisse pas transformer aussi notre façon d'enseigner. Le risque avec cette crise, c'est qu'on réduise l'high-tech, on réduise le numérique ou les technologies de l'éducation à du distanciel, à du e-learning, quoi. Et on en est revenu sacrément du e-learning, on en est revenu sacrément des MOOC. Et on sait bien que les MOOC, ça marche pas, que les gens vont pas au bout. On sait bien que le e-learning, c'est compliqué de motiver, d'engager, s'il n'y a pas un lien qui est créé avec une communauté, avec un enseignant, avec un mentor, etc., ça ne marche pas. Donc, la high-tech n'est pas un produit de crise. Les technologies éducatives ne sont pas un outil fait pour les pandémies. Hein, voilà. Ça existait avant, ça continuera d'exister après. Et donc, il faut penser que cette période est une parenthèse désenchantée, simplement, qui nous fait prendre conscience probablement de notre retard, qui nous fait prendre conscience des opportunités qu'on pourrait saisir, qui nous fait prendre conscience aussi des risques dont il faut se prémunir. Ce qui est certain quand on parle d'accélération, c'est qu'il y a une accélération des usages, une accélération de l'adoption. Il y a des tas de gens qui se disaient c'est pas pour moi, je n'y arriverai pas, je suis nul, et qui se sont aperçus que non seulement ils y arrivaient, qu'ils étaient loin d'être nuls, mais qu'en plus ça pouvait être intéressant et ça pouvait rendre service, quoi. Et justement, moi, est-ce que là, on a connu une accélération, un vrai engouement pour les techs, compte tenu un peu, parce que on commence à voir apparaître un certain nombre d'articles où finalement on tire des bilans sur ce qui s'est passé, et est-ce que tu n'as pas le sentiment que ça pourrait créer plutôt une décélération de l'engouement sur ces technologies? Alors, on va essayer de le mesurer là, parce que pendant la crise, on a lancé cette plateforme Solidarité. Et là, depuis lundi, on a lancé avec le cabinet de stratégie EY Parthenon une grande étude d'impact auprès des entreprises EdTech. Donc, il y a, là, on est à peu près à 200 répondants. On espère en avoir encore davantage. Il y a à peu près 400-500 entreprises dites EdTech en France. L'idée de cette étude, il y a un questionnaire qui est administré auprès des entreprises, avec une cinquantaine de questions, c'est d'une part d'avoir un peu une fiche d'identité de la filière, parce qu'il n'y a pas d'étude qui a été menée sur l'ensemble des segments du marché. Donc, on demande aux entreprises de nous dire quand est-ce qu'elles ont été créées, le nombre de salariés, la tranche de chiffre d'affaires, l'augmentation ces 3 dernières années, etc., pour savoir un peu ce qu'est l'écosystème tech en France. Ensuite, on va poser des questions sur l'impact de la crise en termes d'usage, en termes de chiffre d'affaires, en termes de difficultés, d'opportunités, d'offres, etc. Et puis enfin, il y a une troisième partie un peu plus qualitative. On va demander aux entrepreneurs, en fonction du segment de marché sur lequel ils sont, et parfois ils sont sur plusieurs segments, de réagir à des propositions, des affirmations pour comprendre la façon dont ils voient l'évolution de l'écosystème et de la filière. Parce que oui, bien sûr que cette période, il y a d'abord une première euphorie, se disant bon, voilà, super, on peut plus aller à l'école, mais on va tout faire à distance et il y a des outils qui existent, etc. C'est la même chose pour le télétravail. Hein. J'imagine que beaucoup d'entre vous sont en télétravail. Au début, vous vous êtes dit c'est formidable parce que je peux continuer à bosser, je suis pas moins efficace, en plus j'ai pas le temps de transport, je peux voir un peu plus ma famille, j'ai le temps d'aller me balader, etc. Et puis finalement, aujourd'hui, après plusieurs semaines de télétravail, on est rentré dans une forme de routine et il y a une espèce d'épuisement qui commence à poindre hein, chez un certain nombre d'entre nous. Moi, quand j'ai passé 8 heures à faire des visios, comme ça arrive parfois, c'est épuisant. Et quand un rendez-vous qui nous aurait pris 2 heures parce qu'on y serait allé, qu'on y serait resté, qu'on serait revenu, etc., va nous prendre juste le temps du rendez-vous, bah, du coup, on en enchaîne plein et on finit complètement saturé parce que on n'est pas capable de faire le suivi de chacun des rendez-vous des entretiens qu'on a eu ou des réunions, etc. Donc, on voit bien qu'il y a eu un effet télétravail, waouh, et puis là, il y a une espèce de sauce qui retombe en se disant, bah, finalement, aller au bureau, c'est pas si mal. Bon, je pense sincèrement qu'à la rentrée, on ne sera ni en télétravail comme on l'est aujourd'hui, ni peut-être complètement au bureau du lundi au vendredi, et qu'il y aura sans doute une espèce de souplesse et la possibilité pour chacun de travailler 1-2 journées par semaine en télétravail. Et là, on aura quelque chose d'harmonieux. Et je pense que ça va être la même chose. Donc ça doit être la même chose pour le numérique au service de l'éducation et de la formation. Il y a eu l'effet waouh, il y a eu l'effet youpi, on va s'en sortir, il y a ça.
Et puis petit à petit, on a vu que c'était compliqué, on a vu que on perdait des gens, on a vu qu'on n'était pas si efficace que ça, on a vu qu'il y avait une forme de lassitude, on a vu que de temps en temps, c'est quand même bien de voir des humains. Et voilà. Donc, et je trouve ça plutôt sain qu'il y ait cette réflexion et que cette période qui a duré et qui continue de durer, notamment dans l'enseignement supérieur, parce que les élèves ne rentreront pas avant la rentrée, donc qui dure quand même 3-4 mois, c'est long hein, pour expérimenter quelque chose, ça permet de passer par toutes les phases, de l'euphorie jusqu'à la déprime, en passant, je l'espère demain, par une espèce de position plus équilibrée qui consistera à bien entendu intégrer l'idée que le numérique peut rendre des services, peut être utile, peut éviter de se déplacer pour rien, ou pour pas grand-chose, peut permettre de mieux échanger avec ses pairs, avec l'enseignant, de travailler de manière différenciée, individualisée, etc. Mais qui en même temps on confirme l'idée qu'on a quand même besoin de se voir et qu'on a même besoin de se rencontrer. Et c'est le discours que j'essaie de porter avec EdTech France depuis 1 an et demi, c'est que la technologie pour la technologie n'a aucune espèce d'intérêt, et que la technologie n'a d'intérêt que si elle est au service d'une transformation qui est d'abord avant tout pédagogique, et qu'il n'est à aucun moment question de se débarrasser des enseignants, des formateurs, des relations humaines. Hein. Une expérience pédagogique réussie, c'est d'abord une expérience humaine. On a tous le souvenir d'un enseignant, au moins, qui nous a marqué, qui a fait qu'on a choisi peut-être ce métier, qui a fait qu'on a choisi cette voie, etc. Donc l'enseignant, l'humain, a évidemment toute sa place dans l'expérience pédagogique. Je partage assez l'idée, effectivement, que le mixte, en tout cas, peut être intéressant. Ça nous permet, en tout cas, d'explorer d'autres voies, sans Oui. ça mettre le curseur à fond, comme on a pu connaître dans le cadre du confinement. Mais en tout cas, le mix est intéressant. Et je pense que c'est d'ailleurs déjà une première approche que les établissements auront dans le cadre de la rentrée, c'est-à-dire de poursuivre, Oui. parce que pour l'enseignement supérieur, au jour d'aujourd'hui, bon, on ne sait pas encore vraiment comment ça va démarrer, même si… Ce qui est amusant, je suis désolé, parce que en plus je vois passer là les commentaires donc, qui me font réagir, le plan Covid va rendre les choses plus compliquées. C'est marrant parce qu'il y a en ce moment une bataille de pourcentage. Je ne sais pas si vous avez vu entre les écoles. Bon, telle école va faire 60% de distanciel, telle autre va en faire 40%. Ou alors une autre va dire, nous on fait 100% de distanciel. C'est le cas de Cambridge, hein, ils ont annoncé l'année prochaine qu'ils feraient tout en distanciel. Et puis à l'inverse, il y en a d'autres qui utilisent comme argument, nous on va tout faire en présentiel. Donc il y a des stratégies marketing qui sont très différentes, où on va survaloriser le distanciel et on va survaloriser le présentiel, ou alors on va survaloriser l'hybride. Mais j'ai du mal peut-être parce qu'on a du mal nous-mêmes à le mesurer, à savoir ce qu'attendent les étudiants. Ils attendent d'être complètement à l'école, ils y attendent d'être pas du tout, ils attendent d'y être un peu. Et comme on ne sait pas ce qu'ils veulent, du coup, on tente tout, quoi. Donc tous les chiffres sont proposés, quoi. Oui, parce qu'à la lumière de ce qu'ils ont vécu, bon, ils préfèrent le présentiel. Maintenant, le distanciel peut apporter aussi un peu plus de flexibilité Oui. et dans leur vie au quotidien, ça peut être aussi intéressant. Je pense à des étudiants qui justement doivent travailler en parallèle de leurs études, ça peut apporter de la flexibilité, ce qui n'est pas forcément possible quand on est 100% en présentiel. Voire pour des étudiants qui ont, par exemple, des parcours de sportifs de haut niveau, Oui. ça peut être des atouts. Oui, d'ailleurs, il existait déjà ces parcours avant la crise. Hein. La crise ne fait qu'accélérer d'une certaine manière, ou de pointer du doigt cette nécessité ou cette volonté de basculer tout ou partie des cours en distanciel. Mais ça existait déjà effectivement avant la crise, notamment, tu l'as dit, pour les sportifs de haut niveau ou pour les professionnels qui suivent un MBA en part-time, par exemple, et qui ont une partie en distanciel, etc. Donc, on tenait compte des contraintes. C'était la réponse à un certain nombre de contraintes qui étaient celles des apprenants, et le distanciel était, de ce point de vue-là, une réponse opportune. Voilà, là, il y a des contraintes qui sont sanitaires, qui probablement demeureront à la rentrée, au moins le mois de septembre-octobre. Je ne sais pas quand est-ce qu'INCRA fera sa rentrée, mais les écoles d'INCRA, mais il y a une tendance un petit peu à décaler par prudence. Et puis, il y a évidemment tout l'enjeu des étudiants internationaux. Hein. Seront-ils là à la rentrée? Rien n'est moins sûr. Donc là, on est obligé aussi de tenir compte de cela pour proposer des parcours. Mais j'ai quand même bon espoir qu'il n'y aura pas de pandémie tous les 2 ans. Hein. Bon, moi, j'en avais jamais connu. Ma grand-mère avait connu la grippe espagnole, mais enfin, moi, j'en avais
jamais connu. J'espère que mon fils n'aura pas à en connaître de nouvelles. Voilà, donc quand ces contraintes-là, cette contrainte forte ne sera plus là, qu'est-ce qui restera? Qu'est-ce qu'on voudra faire? C'est ça qui est difficile à savoir. Mais c'est vrai que là, on est dans une période d'incertitude et je rejoins assez bien, c'est finalement que veulent les étudiants. Et ça, on ne le sait pas toujours bien et c'est pas forcément évident à mesurer, d'autant plus que ça leur demande aussi de se projeter sur d'autres modèles, ce qui n'est pas forcément simple pour eux, puisque pour certains étudiants, ils n'ont connu que le Mm. mode présentiel Oui. depuis qu'ils sont à l'école, quoi. Donc, j'ai encore des questions, mais si les participants veulent poser des questions, n'hésitez pas, on suit le. Je vois qu'il y a pas mal évidemment de questions sur les évaluations, parce que Oui, oui, alors ça ça c'est c'est. vrai. Ça c'est une vraie question et ça a été d'ailleurs une problématique, je pense, pour beaucoup Ouais. d'établissements, c'est comment faire les évaluations. Ça a été un vrai casse-tête et ça amène souvent à devoir changer finalement la modalité d'évaluation, parce qu'à distance, tout est plus Mm. compliqué, ne serait-ce que l'identification de celui qui va composer. Je ne sais pas si justement par rapport à ça, tu as des pistes, parce que c'est vrai que c'est des questions qui remontent pas mal chez nous, ça, la question de Oui, l'évaluation. alors, c'était des questions qui existaient déjà avant la crise, bien sûr, parce que quand on a des étudiants à l'étranger, quand on a des partiels à faire, alors que c'est une période de stage, c'est difficile de faire revenir les étudiants à l'école. Donc, quand je dirigeais l'école de management, c'est des questions qu'on s'était posées. Et d'ailleurs, on n'apportait pas toujours les bonnes réponses, parce que j'ai le souvenir, une année, on avait des rattrapages pour des étudiants qui étaient en semestre à l'étranger, en stage à l'étranger, et on avait imaginé qu'ils allaient passer leur épreuve dans une ambassade ou dans une représentation de la France à l'étranger avec une surveillance, une espèce de casse-tête infernale. Bon. Donc cette question, elle préexistait à la crise. Évidemment, là, ça a été terrible, parce qu'en plus, c'est arrivé en fin d'année avec des examens à passer pour les uns et pour les autres. Et on a quand même traditionnellement, même si les choses changent, notamment avec le contrôle continu, mais traditionnellement, il y a ce côté examen de passage, rite de passage. On est quand même en France relativement attaché à l'évaluation finale, au grand oral, à la soutenance, au jury, au cas d'études, au cas pratique, ou que sais-je encore. Hein. Bon, si on se fondait davantage sur le contrôle continu, peut-être que les questions se poseraient en des termes différents. Et puis il y a aussi tous les concours d'entrée, quoi, dans les écoles, etc. Et la principale difficulté, c'est celle de la surveillance, d'être certain que c'est celui qui est en train de composer, c'est bien celui qu'on attend, et c'est pas un copain, et d'être certain aussi qu'il n'est pas avec une équipe entière en train de travailler, et d'être certain aussi que il va pas tricher, avoir accès à d'autres ressources, etc. Bon. Et c'est difficile, là, pour le coup, d'avoir des solutions qui permettent cette surveillance sans être particulièrement intrusif, quoi. On a vu des outils qui vont scanner la pièce j'ai vu ça, je sais plus dans quelle école, mais ils ont mis en place ce dispositif qui va scanner la pièce dans laquelle est l'étudiant pour s'assurer que c'est bien lui et qu'il y a bon, c'est un peu bizarre quand même. Hein. Bon, comme on peut difficilement imaginer que quelqu'un compose, ça pourrait être le cas, hein, avec une webcam qui pendant 2 heures va le filmer pour s'assurer que c'est très intrusif. On n'est pas prêt, je crois qu'on a raison de ne pas être prêt à se soumettre à ce type de contrôle. Donc là, c'est particulièrement difficile parce qu'il existe des solutions. Il existe même des solutions qui permettent, avec de la reconnaissance vocale, de manière aléatoire, vous avez votre partiel pendant 1 heure, et puis à 17 minutes ou à 25 minutes ou à 34 minutes ou plusieurs fois, on va contrôler par votre voix que c'est bien vous qui êtes en train de composer. Bon, mais c'est quand même relativement, d'une part, incertain, et d'autre part, assez intrusif. Ce qu'il est possible de faire sans trop de difficultés, c'est les oraux, parce que là, a priori, même si j'ai eu la surprise avec des étudiants internationaux parfois, mais a priori, quand on fait un oral et qu'il y a une webcam, on peut s'assurer de l'identité de celui qui est là. Et puis, bon. Donc les oraux, à mon sens, sont une possibilité qu'on peut faire à distance. Pour les écrits, c'est effectivement plus complexe. Et peut-être que ça doit nous interroger sur notre façon d'évaluer, pardon. Est-ce que la bonne évaluation, c'est un examen avec un temps limité et l'interdiction d'avoir accès à des documents. Quand j'étais prof de droit, et
il y a une épreuve pour devenir, je ne sais pas s'il est encore d'actualité, mais je pense que oui, le droit est un milieu relativement conservateur, mais il y a une épreuve pour l'agrégation qui est la leçon de 24 heures. Et, on vous donne un sujet à 9 heures du matin, et vous devez le soutenir à 9 heures le lendemain matin, donc 24 heures plus tard. Et pendant 24 heures, évidemment, vous n'êtes pas dans une salle, hein, tout seul, vous êtes avec une équipe, et vous devez fédérer, animer cette équipe, etc., et qui va vous aider à produire votre note de synthèse ensuite. C'est pas inintéressant comme épreuve, parce que du coup, ça montre aussi votre capacité à savoir vous entourer, à aller chercher les bonnes personnes. Bon, voilà, c'est une autre façon d'évaluer, qui pour le coup est très ancienne, et qui est intéressante. Voilà. Peut-être qu'il faut sortir de la logique du QCM ou de la logique de l'examen dans un temps limité, quoi. Ouais, c'est Ah, clair. Carole me dit elle existe toujours, mais tant mieux, je m'en doutais. Mais on voit que ça amène pas mal de réflexions, puisque finalement, le métier d'enseignant est de plus en plus sollicitant, dans le sens où on doit Ouais. maîtriser plusieurs outils, on doit travailler sur d'autres approches d'évaluation, comment interagir davantage. C'est vrai que ça questionne pas mal sur finalement, d'autant plus que beaucoup de ressources aussi existent maintenant en ligne. Moi, je suis assez étonné de voir effectivement quand même des intervenants assez costauds, enfin assez lourds, hein, dans l'éducation qui intervient. Je pense à Microsoft, Apple, mais aussi à d'autres plateformes qui proposent beaucoup de contenu en ligne, Coursera, et tu parlais d'Open Classrooms. Et donc, c'est vrai que ça... La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on peut se former gratuitement, et depuis chez soi, à peu près à toutes les matières. Enfin, il existe suffisamment de MOOC pour suivre le cursus de Stanford, quoi, dans son intégralité, sans examen, sans certificat à la fin, mais après tout, est-ce que c'est ça le plus important? Donc, oui, il y a une profusion extraordinaire de ressources. Je ne parle même pas des outils, je parle des ressources pédagogiques que n'importe qui peut aller chercher. Mais sauf que c'est très compliqué, c'est très difficile, ça demande une motivation extraordinaire, et puis qu'on a toujours besoin de pairs et de mentors, et en d'autres termes, de la figure d'un enseignant, à mon sens. J'avais déjà, j'aime bien citer cette anecdote, d'abord parce qu'elle est réelle, et ensuite parce qu'elle m'avait vraiment marqué. J'ai déjà dû la dire chez vous d'ailleurs, mais moi j'ai vécu plusieurs étapes dans ma carrière d'enseignant. D'abord, la première étape marquante, ça a été que j'ai vécu le passage, comme certains d'entre vous, du stylo à l'ordinateur pour prendre des notes. Donc, une année, j'ai eu deux élèves qui avaient un ordinateur, puis après j'en avais 10, puis après ils avaient tous un ordinateur et ils prenaient des notes. Bon. C'était pas franchement très agréable, je préférais avoir des gens qui... Mais bon, peu importe, c'est comme ça, et si après tout c'était leur façon de prendre des notes, tant mieux. Et puis après j'ai vécu l'arrivée du Wi-Fi dans la salle de classe. Et là je l'ai senti parce que je faisais mon cours, il y a un élève qui lève la main et dit « Monsieur, ce que vous êtes en train de dire, je suis en train de regarder sur Wikipédia, c'est le contraire. » Bon, alors, Wikipédia avait raison, comme souvent. Donc j'ai reconnu que j'avais tort. Et en rentrant chez moi, je me suis dit, oulala, mais bon, alors au-delà du fait qu'il challenge en direct ce que je suis en train de dire, ce qui est moyennement rassurant, sur la confiance qu'il m'accorde, il faut peut-être que je commence à m'interroger sur la façon dont j'enseigne. C'est-à-dire que je ne rentre plus dans la salle avec le savoir et le seul à le maîtriser. Je rentre dans la salle avec le savoir, mais tous ceux qui sont autour de moi peuvent y avoir accès extrêmement facilement. Donc, est-ce que le plus important, c'est que je sache et que je leur dise que je sais, ou est-ce que le plus important, c'est qu'on sache tous et puis qu'on en discute? Voilà, d'autres termes, ça peut se traduire par la classe inversée, qui n'est pas du tout une approche technologique, qui est d'abord et avant tout une approche pédagogique. Mais là, je me suis vu bousculer dans mes certitudes et dans ma posture d'enseignant par une évolution technologique, par le numérique. C'est-à-dire qu'on ne peut plus ignorer aujourd'hui qu'on est dans un paysage qui est devenu numérique, et que chacun, dès lors qu'il a un smartphone, et chaque élève, dès le collège, parfois même avant un smartphone, peut avoir accès du bout des doigts à l'information. Je ne vais pas parler de connaissances, parce que il y a un petit travail à faire pour transformer une information en connaissance et en savoir, mais en tout cas à l'information. Donc voilà, on est dans un
paysage qui est devenu numérique. Les compétences auxquelles également on doit former nos élèves ne sont plus tout à fait les mêmes que celles auxquelles on devait former il y a quelques années, hein, les soft skills, voilà, etc. On nous explique, je déteste ces pourcentages de dire 80% des métiers n'existent pas, 30%, j'en sais rien, franchement, je ne sais pas. Ce qui est probable, c'est que les métiers vont évoluer. Ce qui est probable, c'est que les métiers vont changer. Ce qui est probable, certainement, il y a de nouveaux métiers qui vont émerger. L'intelligence artificielle va probablement aussi faire évoluer un certain nombre de pratiques, etc. Donc, l'apprendre à apprendre, c'est un peu la tarte à la crème du moment, mais pour autant, c'est à mon avis quelque chose d'important. Et ça, c'est le rôle de l'enseignant, de guider l'élève pour aller chercher les connaissances, plutôt que de les lui donner et de l'amener à comprendre le monde dans lequel il est, à anticiper ses changements, à être capable de s'adapter, etc. Donc, notre rôle en tant qu'enseignant, je pense, a fondamentalement changé. Et c'est pas un métier facile, notamment parce que on le voit bien dans ces périodes, il faut effectivement maîtriser d'autres outils également. Bon, il y a tout un travail à faire. Et en même temps, c'est passionnant. Et en même temps, c'est passionnant parce que faire la même chose toute sa carrière, certains aiment ça. Moi, je trouve que c'est un peu dommage parfois. Il faut prendre ce changement non pas comme une somme de risques, mais plutôt comme une somme d'opportunités. Et de se dire, mais en changeant mes pratiques, en intégrant peut-être un outil, en prenant conscience que les élèves peuvent attendre autre chose, mais ont quand même et toujours et continueront d'avoir besoin de moi, je peux peut-être enrichir la relation, plutôt que de râler en salle des profs en disant qu'ils sont pires qu'avant et que le Wi-Fi, il faudrait le couper. On peut avoir une autre approche et engager tout aussi bien, sinon mieux, ces élèves, quoi. Tu évoquais tout à l'heure le fait qu'en entreprise, ça bougeait pas mal, effectivement, dans le cadre de la formation, Oui. du monde de la formation professionnelle. Là, pour le coup, ils sont justement davantage plus orientés distanciel ou en tout cas Disons, si on compare l'enseignement scolaire, donc à l'école, et notamment l'éducation nationale, avec la formation professionnelle en entreprise, il y a des paramètres qui sont très très différents et qui changent fondamentalement les choses. D'abord, il existe dans l'éducation une certaine méfiance à l'égard du numérique. Et on le voit bien, les débats actuels le démontrent, même si les usages évoluent, même si on prend conscience que ce sera difficile de faire sans, il y a quand même une certaine méfiance à l'égard aussi de l'écran, quand le confinement a été terminé et quand la rentrée ça sera arrivé, on se reposera les questions de l'écran, trop d'écran, etc. Bon, là, on en a un peu moins entendu parler parce que ça a quand même rendu service aux parents, mais pour autant, ce sont des débats, et ce sont des débats sains qu'il faut avoir. Donc, il y a une méfiance à l'égard du numérique qui existe moins dans le monde professionnel. Ensuite, il y a une méfiance à l'égard du secteur privé parce que il y a ce mythe que l'éducation, ça n'est pas un secteur marchand. Bon, c'est oublier que les manuels scolaires sont pas fabriqués ni par les profs ni par des ONG, mais peu importe. Cette méfiance à l'égard du privé, par définition, n'existe pas dans le secteur privé et dans les entreprises. Et par ailleurs, il y a des besoins de formation aujourd'hui qui sont extraordinaires dans les entreprises. Je pense que, et ça, c'est peut-être une réflexion un peu plus large qui dépasse ce strict cadre, mais le diplôme de fin d'études, celui qu'on obtient à la fin de ces 3 ou 5 années de master, n'est pas le seul diplôme qu'on aura et n'est pas le dernier diplôme qu'on devra avoir. Je pense que c'est un logiciel qu'il va falloir mettre à jour de manière très régulière. Et quand avant on rentrait dans une entreprise à 20 ans pour en sortir à l'âge de la retraite, aujourd'hui on le voit bien et les parcours de nos diplômés, je pense y compris des vôtres, le démontrent. Tous les 6 mois, tous les 2 ans, tous les 3 ans, ils changent, quoi. Ils changent, ils bougent, ils évoluent, leur métier change, ils se reforment, ils vont découvrir, ils font des bootcamps, ils apprennent à coder, etc. Donc, on va rentrer dans une ère de la formation, où la formation tout au long de la vie ne sera pas un vain mot et se former, ce sera pas juste parce qu'on a perdu son job, quoi. Ce sera parce qu'on a envie de monter en compétence, ce sera aussi parce qu'on a simplement envie d'apprendre des choses nouvelles qui sont pas nécessairement en lien avec son métier, etc. C'est le sens des réformes, avec le CPF notamment, qui permet de rendre autonome chacun sur sa formation, avec la monétisation également
de la formation, ça rend l'acte d'achat ou de consommation de formation pour adultes beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Voilà, donc je pense que les entreprises ont pris conscience de ça et ont des besoins de formation, de ce qu'on appelle le upskilling, la montée en compétences ou le reskilling pour apporter de nouvelles compétences, pour opérer peut-être des changements de métier d'un certain nombre de collaborateurs. Et le numérique répond bien à ces enjeux de massification de la formation, quoi. Quand vous êtes une grande banque et que vous avez des centaines, sinon davantage, de collaborateurs qui sont derrière des guichets et qu'on sait très bien que dans un avenir proche, il y aura plus de guichets. Moi, ça fait 3 mois que j'ai pas utilisé d'argent liquide. Voilà, on paye j'ai appris à payer avec mon téléphone. J'ai trouvé ça génial, d'ailleurs. Il n'y a même plus de plafond, vous pouvez payer plus de 100 € avec votre téléphone, c'est plus rapide qu'avec une carte bancaire, etc. Donc là aussi, il y a une accélération dans de la transformation du secteur bancaire par les usages, quoi. J'ai plus de chéquier, je ne sais pas si vous faites souvent des chèques vous-même, bientôt on n'utilisera plus d'argent liquide. Donc il y a des tas de gens qui, dans le métier, étaient de traiter des chèques ou d'encaisser qui vont devoir changer. Bon, et ces gens-là, il faut les former. Et le numérique le permet assez facilement. Donc c'est pour ça que le secteur de la formation professionnelle, que ce soit en entreprise ou via les organismes de formation, est assez dynamique et depuis longtemps. Et c'est là où on a les innovations pédagogiques les plus marquantes qui ensuite descendent petit à petit dans les niveaux je qualifierais d'inférieurs, sans que ce soit péjoratif, bien entendu, mais je prends l'exemple de la réalité virtuelle. Il y a quelques écoles qui utilisent ce dispositif, mais ça a d'abord été utilisé, c'est massivement utilisé dans les entreprises, pour des formations en sécurité, mais aussi pour des formations sur les soft skills, des mises en situation. Voilà, c'est pas prêt d'arriver à l'école. Je suis pas certain que ce soit souhaitable, d'ailleurs, que des enfants aient des casques sur la tête. Mais pour les grandes écoles d'ingénieurs ou de management, c'est des choses qui commencent à arriver. Et on voit bien que c'est utile, quoi. Ça permet déjà de les immerger ou de les mettre dans des mises en situation intéressantes. Je pense que ça peut être des technologies, je pense, qui vont arriver, moi, quand même, dans les écoles. Oui. Mais c'est vrai que les entreprises ont parfois un peu d'avance sur ces sujets-là, de même sur les parcours adaptatifs, puisque les gens peuvent finalement orienter leur parcours de carrière en fonction, enfin, en tout cas, les contenus de formation s'adaptent en fonction du parcours de carrière qu'ils souhaitent embrasser, quoi. Je regarde un peu les commentaires, là, je Il y avait une vois. remarque de Nathalie qui disait il y a aussi des besoins de formation extraordinaires dans l'éducation nationale. Ah, c'est vrai, qui le dites-vous, mais là, il y a un besoin de transformation culturelle avant même de formation des enseignants. Oui, bien sûr. Mais alors, vous savez, avec Tech France, on est sur tous les fronts, celui de l'enseignement supérieur, celui de la formation professionnelle et évidemment celui de l'éducation, parce que l'avenir d'un pays se construit quand même d'abord et avant tout dans les salles de classe. Et on voit bien au classement PISA, ce classement de l'OCDE qui permet de comparer la performance des systèmes éducatifs, que la France ne décolle pas de la 20e, 23e place, et que derrière, en plus, cette 23e place, il y a des grandes inégalités que le système éducatif français n'arrive pas à corriger, quoi. Et il y a d'autres systèmes éducatifs, notamment qui intègrent le numérique, je pense à l'Estonie, etc., qui sont plus performants. Alors, il ne faut pas réduire cette performance à l'utilisation du numérique éducatif, mais en tout cas, il est probable que notre système éducatif doivent se réformer, doivent se repenser, doivent repenser son efficacité. Donc oui, vous savez, l'éducation nationale, en France, c'est un des plus gros employeurs de France, certes, mais même du monde. J'avais été surpris d'apprendre ça. Le ministère de l'Éducation nationale, je ne sais plus si c'est le 5e ou le 6e, enfin peu importe, plus gros employeur du monde. C'est un truc complètement fou. Donc, vous imaginez faire bouger un mastodonte pareil. C'est quand même pas simple. Et il y a des réalités qui sont extrêmement différentes quand on va d'une académie à l'autre, d'une école à l'autre, d'un enseignant à l'autre. Je vais donner un chiffre qui ne vaut rien, sinon qu'il permet d'illustrer dans les grandes lignes mon propos, mais je dirais que sur 100 profs d'éducation nationale, vous en avez 10 qui sont des militants du numérique.
des pédagogiques, des gens qui vont utiliser des solutions, des gens qui vont repenser leur pédagogie, qui vont pratiquer la classe inversée notamment, ça a été souvent les mêmes qui ont lancé ces mouvements-là, des gens qui sont parfois même créateurs de solutions, parfois même qui deviennent entrepreneurs. Il y en a peut-être 10 qui sont anti, contre, va des rétro numéricas, et puis au milieu, il y en a 80 qui savent pas, qui aimeraient bien, qui sont juste pas formés, pas sensibilisés, etc. Et ce sont ceux-là même qui, pendant la crise, se sont mis à utiliser des outils et à découvrir des choses et à télécharger des applications. Voilà. Donc, il faut former ces gens-là. C'est un enjeu de formation et c'est en train de bouger parce qu'il y a les états généraux du numérique qui ont été promis par le ministre au mois de novembre. Il y a une grande enquête qui est en train d'être faite avant. On participe nous-mêmes à des comités filières. Voilà, il y a des choses qui se passent, il y a la volonté, en tout cas ce que j'espère sincère, du public de travailler avec le privé, parce que l'innovation, elle est quand même plutôt dans les startups que dans les administrations, jusqu'à preuve du contraire. Voilà, donc les choses bougent, mais ça va prendre du temps. Ça, c'est une évidence. On est sur des temps longs, et de toute façon, l'éducation, c'est un temps long, et là, c'est un temps qui est encore un peu plus long. Il y a le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui pousse quand même pas mal là, en ce moment pour avancer, mais parce qu'on est aussi dans des problématiques de reprise, quoi. Oui, bien sûr. Bah oui, alors là, c'est la grande incertitude. Et on voit bien que, si je parle des universités publiques, d'une université à l'autre, il y a de grandes disparités. Certains étaient déjà relativement autonomes, avaient un LMS, ont été capables de continuer de garder le lien avec les élèves. Et puis dans d'autres universités que je ne citerai pas, il ne s'est plus rien passé. C'est-à-dire du moment où les cours sont arrêtés jusqu'à aujourd'hui, les élèves ont eu 10% de leurs cours en Zoom, quoi. Voilà, avec un prof qui fait cours sans savoir si les élèves le regardent, dorment ou font autre chose. Non, c'est quand même assez compliqué. Donc là, dans l'université, l'a pris aussi en pleine poire. Hein, et puis là, personne n'est revenu. Il y a beaucoup de questionnements sur est-ce qu'il fallait faire revenir les enfants à l'école 15 jours avant les vacances. Peut-être vous-même vous posez la question, ça vous arrange pas, j'en sais rien. Moi, je crois que c'est une bonne chose, notamment pour les décrocheurs. C'est-à-dire que venir à l'école, c'est recréer. Évidemment, il va rien se passer en 15 jours, ils vont rien apprendre, mais voilà, c'est se reconnecter à l'institution, c'est se reconnecter à l'expérience d'apprendre, et puis c'est se reconnecter aussi à une expérience collective, c'est se reconnecter à ses copains aussi. On sait l'importance de tout ça pour un enfant, quoi. Ok, il nous reste quelques minutes. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question ou ça passe trop vite, c'est à chaque fois que je me dis ça passe trop vite. Hein. Alors, je regarde les différents commentaires. Les décrocheurs ont-ils accès au numérique? Probablement que pour certains, c'est la raison de leur décrochage ou de leur décrochement, je ne sais pas comment il faut dire. Il y a plusieurs raisons ou explications au décrochage. Et mon fils, qui est très bon élève, évidemment, il tient de son père, hein, il est premier de sa classe. Il m'a dit un truc fou. Hein. La semaine dernière, il m'a dit papa, j'ai envie d'avoir des cours de maths. Il a 18 de moyenne, j'ai envie d'avoir des cours de maths. Je dis, tu vas pas finir ingénieur quand même. C'est terrible, ça. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Mais alors, il n'a pas décroché, mais pour autant, le fait d'avoir une heure de classe virtuelle une fois par semaine, des devoirs donnés, pas de copains dans les parages et tout, c'est compliqué. Hein, Donc, et puis, il y a des gamins qui n'ont pas effectivement accès au numérique. Il y en a d'autres qui l'ont. Je voyais Fortnite. Oui, Fortnite, c'est probablement le pire ennemi de l'école, hein, et les gamins. Mais après, il y a des environnements sociaux, culturels, qui font aussi que c'est plus difficile. Bon, ce qui est certain, c'est que le chiffre de 5% de décrocheurs, je n'y crois pas une seconde. Hein. Je pense qu'on est probablement à beaucoup plus que ça. Et sur certains territoires ou établissements scolaires, on doit peut-être même être à 30, 40%, etc. Donc là, il y a un vrai questionnement à faire. Nous, ce qu'on a demandé avec EdTech France, pour être très clair, parce qu'il y a un plan de relance là, de l'économie française, il y a les plans d'investissement d'avenir également, bon, et la EdTech qui était dans le deuxième wagon est passée dans la locomotive, parce que pendant la crise, on a parlé de quoi? On a parlé de santé, on a parlé d'éducation. On s'est rendu compte que c'était mieux si on fabriquait la pénicilline en France, les masques, et puis peut-être aussi les outils et les ressources éducatives, si on ne veut pas que demain nos gamins apprennent avec des solutions
créés par des Chinois. Ce ne sont pas des mauvaises solutions, mais on n'a pas exactement le même système de droits et de valeurs que la Chine. Donc, ce qu'on a demandé, nous, c'est que sur les sommes qui seront consacrées au numérique éducatif, et on espère qu'elles seront importantes, hein, c'est quelques dizaines de millions d'euros en France, quand ça devrait être plusieurs centaines de millions d'euros, et quand c'est des milliards dans d'autres pays, on a demandé qu'il y ait 1 € qui aille pour les infrastructures, c'est-à-dire les zones blanches, l'équipement des établissements, l'équipement des enseignants, l'équipement des familles, etc., l'inclusion numérique. Bon. 1 € qui aille pour la formation des enseignants, hein, parce qu'un plan numérique, on met des tablettes dans les écoles, si on n'apprend pas aux gens à s'en servir, ça ne sert absolument à rien, les tablettes restent dans un placard, et puis 1 € qui aille pour les ressources, parce que acheter des tablettes et pas avoir de ressources dessus, c'est comme acheter des voitures et pas acheter le carburant qui va dedans. Donc voilà, 1 € pour, c'est un ordre de grandeur, bien entendu, mais ça vous donne, nous, ce qu'on pense être nécessaire, investir dans les infrastructures, investir dans les matériels, investir dans les équipements, investir dans la formation à ces outils, à ces équipements, à la pédagogie, et grâce et avec le numérique, et puis investir dans les ressources. Voilà. C'est vrai. Alors, je regarde s'il y a des questions encore. Je vois que ça... Comment mettre en relation EdTech et éducation nationale, oui, alors avec l'éducation nationale, encore une fois, aujourd'hui, il y a une association qui s'appelle Tech France, qui est représentative de la filière, il y en a une autre qui s'appelle la FINEF, avec laquelle on travaille également, et nous sommes à toutes les tables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une direction, on appelle la DNE, la direction du numérique pour l'éducation au sein du ministère, il y a d'autres opérateurs comme le CNED, le Centre national d'enseignement à distance, ou Canopé, qui est en train de réaliser sa transformation et qui va avoir pour objectif principal de former les enseignants au numérique. Donc, dans toutes les discussions qui se mènent pour préparer la rentrée, pour préparer l'après, la filière EdTech est représentée. Voilà. Donc, on est présent et ces liens existaient déjà, mais l'idée aujourd'hui, c'est de les renforcer et il faut créer les conditions d'un travail public et privé, une collaboration entre public et privé. Et là, il y a un vrai sujet d'acculturation. Il y a une révolution culturelle à réaliser chez un certain nombre d'enseignants, notamment, ou de chefs d'établissement. Une dernière question? Et puis, alors je regarde, il y a une dernière question, un dernier commentaire. En tout cas, il y a un chat qui est nourri. Hein. Ouais, là, ouais, je dois dire que... Alors, que pensez-vous de l'hybridation? Ça dépend ce qu'on entend par hybridation. Parfois, on utilise un terme qui est celui du blended learning. Alors, blended learning, parfois, on le résume à en partie distanciel, en partie présentiel. Ça peut être une des définitions du blended learning, mais blended learning, c'est surtout utiliser différentes modalités pédagogiques. Et on peut aussi enrichir le présentiel grâce au numérique. Hein. Donc, encore une fois, tout ne se résume pas à est-ce que je suis présent, est-ce que je suis à distance, quoi. C'est évidemment beaucoup plus complexe que ça. Les temps asynchrones et asynchrones sont intéressants aussi. Le pire du numérique, ou le pire de l'enseignement à distance, c'est je fais un cours en ligne, ma caméra est allumée, celles des élèves sont éteintes, personne n'interagit, il n'y a pas de chat comme ça où on a des questions auxquelles on répond, et puis j'envoie un PDF avec les devoirs à faire pour la semaine, et puis rendez-vous la semaine prochaine. Ça, c'est ce qu'il y a de pire. Hein. C'est ce qu'il y a de pire. Ça, c'est une mauvaise reproduction avec une webcam de ce que l'on ferait en présentiel. Mais entre ça et un monde idéal, il y a un sacré chemin à parcourir et il y a plein de choses à apprendre. Je suis assez... Je sais pas si j'étais prof, parce que c'est facile de dire ça, il faut se transformer, sa posture, etc., quand on n'est pas soi-même obligé de le faire. Mais donc, je sais pas ce que je ferais si j'étais prof. J'espère que je serais capable d'amorcer cette transformation. En tout cas, en revanche, ce dont je suis certain, c'est que depuis 1 an et demi, je ne travaille plus du tout de la même manière. Je n'ai plus les mêmes habitudes, je n'ai plus les mêmes tenues non plus. Voilà, j'ai pas mis de cravate depuis
depuis à peu près 1 an et demi. D'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un, j'ai un lot de cravates à vendre, pas cher. Mais j'ai trié l'autre jour, j'ai jeté des costumes, enfin bref, bon, peu importe. Enfin, je les ai pas achetés, je les ai donnés, mais je sais pas qui en voudra aujourd'hui. Mais à mon âge, qui est un âge avancé, parce que je vais avoir 45 ans, ça fait du bien aussi de découvrir, d'apprendre, d'utiliser de nouveaux outils, de nouvelles façons de travailler, et puis de garder aussi ce qu'on a été, ce qu'on sait faire. Voilà, je crois qu'il faut c'est se réinventer. C'est ça qui, le mot-clé. Voilà. C'est pas révolutionner, c'est réinventer. Très bien, bah, écoute, merci, ça conclut ce premier webinaire. Je te remercie beaucoup, Rémi, Je vois que, non, c'est juste drôle parce que c'est vrai que quand on lit, c'est vrai que Aros nous dit, c'est vrai que le chat est nourri, mais tant mieux, comme ça, en même temps, les souris seront plus tranquilles. Pardon. Non, mais voilà, moi je trouve que c'est intéressant et c'est inspirant de partager un peu ces tendances sur lesquelles on se rejoint assez bien. Et puis et surtout, ça permet je le vois au travers du chat là, de partager certaines interrogations que l'on a et d'avancer. Nous, tu le sais, on est très intéressés pour nourrir ce partenariat et puis pourquoi pas d'être aussi un lieu d'expérimentation dans le cadre d'applications que peuvent proposer certaines startups. Je pense que c'est intéressant parce que tu évoquais tout à l'heure le fait de tester aussi finalement l'appétence ou les attentes des étudiants. On est de ce fait-là un terrain d'expérimentation, mais on est aussi preneur finalement de ce que peuvent attendre les jeunes générations, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore dans nos écoles. Parce que, comme tu le disais, ton fils de 13 ans, moi j'ai des enfants aussi qui sont jeunes, on voit bien qu'ils ont un rapport avec le numérique ou les outils qui n'est pas celui que nous, on a eu. Et donc, Oui. c'est intéressant d'avoir aussi, au travers de vos échanges avec des établissements d'enseignement qui ne sont pas des enseignements supérieurs, de voir un peu comment tous ces jeunes évoluent par rapport à l'apprentissage. Voilà. Et puis je le dis pas pour. De toute façon, vous êtes déjà partenaire, donc j'ai plus rien à gagner à le dire. Mais vraiment, moi j'ai découvert, je connaissais pas les écoles d'ingénieurs ou très mal. Pour moi, c'était un monde un peu ésotérique. Et je les ai découverts avec toi, avec l'équipe et vous m'avez reçu. C'est vraiment. Il y a eu un échange qui a été très riche. Je trouve ça formidable ce que vous faites chez Increa. Alors, non, je connais pas tout, voilà, mais le peu que j'en connais me donne envie de collaborer, de travailler avec vous et de recommander cette école, en tout cas ce groupe. Voilà, je suis très fier que Tech France soit partenaire d'Icrea parce que je trouve qu'il y a chez vous des valeurs, une bienveillance, et puis ce qu'on a parfois perdu dans les écoles de management, c'est-à-dire l'idée que la priorité, c'est quand même le jeune qui est là. Voilà, c'est pas ses frais de scolarité, c'est pas les accréditations, c'est pas les rankings, tout ça, c'est des choses importantes sans doute, mais notre priorité, c'est quand même le jeune qui nous a confié ses espoirs, ses attentes, accessoirement les économies de ses parents, son avenir. Et comment est-ce qu'on fait pour lui faire vivre la meilleure expérience voilà. Donc, et je ressens ça, cette bienveillance chez vous, et voilà, je tenais à le souligner. Très bien. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Merci. Merci pour ton intervention. Et puis, ce sera le mot de la fin. À très bientôt, Rémi. À bientôt, merci à vous. Au revoir. Et on se retrouve pour le prochain webinaire dans 15 minutes avec Benoît Praly, le CEO de Domotio. Adhérent à Tech France. Adhérent à Tech France, avec qui on mène effectivement des actions au sein d'Increa aussi. À bientôt. Au revoir.